On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand journal dont voici les principaux titres. Emmanuel Macron a exhorté ce mardi 30 avril 2024 le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC et à retirer ses forces du pays. La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, a déclaré le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais Félix Tshisekedi en visite à Paris. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a annoncé via un communiqué parvenu ce mardi 30 avril 2024 à notre rédaction le report sine die de l'élection des membres du bureau définitif de cette chambre du Parlement. Le 30 avril de chaque année, les opérateurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique commémorent la journée nationale de l'enseignement sur toute l'étendue de la RDC. En marge de cette journée commémorative, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a adressé son message à tous ceux qui interviennent dans son secteur, dont les enseignants, parents et élèves. Encore une fois de plus, bonsoir. À la une de l'actualité, le président français Emmanuel Macron a appelé le Rwanda à retirer ses forces de la RDC lors d'une conférence de presse conjointe ce mardi à l'Élysée avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Le locataire de l'Élysée a souligné qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que la France défend aussi l'intégrité territoriale en Afrique comme elle le fait en Europe, notamment pour l'Ukraine. Suivez un extrait. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant 3 décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Merci, Emmanuel. On a... Exactement. Et bien avant la conférence de presse à l'Élysée, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été reçu par les présidents du Sénat français ainsi que la Chambre basse du Parlement autour des échanges fructueux avec la classe politique française. Images et commentaires. Arrivé en France le lundi 29 avril dans la matinée pour une visite officielle de 3 jours, le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour des échanges de haut niveau avec la classe politique française.
À son arrivée dans l'enclos de la Chambre haute du Parlement français, Félix Tshisekedi sera accueilli par son président Gérard Larcher. Les présidents de la République et sa suite ont été conviés à une séance de travail purement pédagogique. Aux côtés de la vice-présidente du Sénat, Sophie Primas, du groupe France-Afrique, Guillaume Chevronnier, et les présidents délégués pour la RDC, les présidents du Sénat ont eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Cette rencontre de près d'une heure a été sanctionnée par la signature du livre d'or par le président de la République Félix Tshisekedi. Même expérience à la Chambre basse du Parlement. Les deux délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre les deux pays respectifs. La France est considérée comme un modèle de démocratie, continue à inspirer la RDC. Le programme prévoit un tête-à-tête ce mardi 30 avril avec son homologue Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Le président Tshisekedi tient à redynamiser le partenariat stratégique entre la RDC et la France. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, le bureau provisoire du Parlement a, à travers un communiqué, annoncé les reports des dépôts des candidatures pour l'élection du bureau définitif suite aux contraintes d'ordre logistique liées à la présence de certains représentants du peuple à l'intérieur du pays dans les cadres des sénatoriales et élections des gouverneurs. Ronta lui est là pour le commentaire. Initialement prévu pour ce mardi 30 avril 2024, les dépôts des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale viennent d'être renvoyés à une date ultérieure. Selon le communiqué du bureau provisoire, signé par Percy Nzouzi, rapporteur de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso justifie ces reports suite aux contraintes logistiques liées à l'absence de plusieurs élus également candidats sénateurs et gouverneurs à l'intérieur du pays. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés nationaux que suite à des contraintes d'ordre logistique liées notamment à la présence en province d'un bon nombre de députés nationaux dans le cadre des élections sénatoriales et des gouverneurs de province, la date du début du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, initialement prévu le 30 avril 2024, est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date leur sera communiquée dans les meilleurs délais. Les calendriers de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, publiés le week-end dernier par le bureau provisoire, prévoyaient l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale le mercredi 8 mai 2024. Cette étape devrait être précédée par la campagne électorale de 2 jours, soit du 6 au 7 mai 2024. Et le 8 mai 2024, à partir de 11 h, les députés nationaux devront auditionner en séance plénière 2 messages des candidats, ensuite élection et installation officielle du bureau définitif. La mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale est l'une des étapes importantes afin de permettre l'investiture de la prochaine équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Suminwa, nommée depuis le 1er avril 2024. Et comme vous le savez, la ville de Kinshasa a un nouveau gouverneur. Le ticket de l'Union sacrée, constitué de Daniel Bumba et Edi Ieli, a été élu le lundi 29 avril 2024 par l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec 37 voix sur les 47 votants. Peu après son élection, les Kinois ont réagi pour exprimer ce qu'ils attendent du nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour ces Kinois rencontrés dans les centres d'affaires de la ville, l'assainissement doit être une priorité pour que la capitale retrouve sa réputation de Kinshasa la belle. Merveille Loabéa nous signe ce commentaire. Cette large victoire témoigne du soutien populaire dont bénéficie Daniel Bumba Lubaki et de la confiance accordée par les élus provinciaux. Il prend les rênes de la ville de Kinshasa à un moment crucial. La capitale congolaise est confrontée à de nombreux défis, notamment en matière de salubrité et d'infrastructures. Les rues de la ville sont jonchées de déchets, les canalisations sont souvent obstruées et les infrastructures routières sont en mauvais état. C'est donc un véritable défi de taille qui attend le nouveau gouverneur. Interrogé à ces sujets, les Kinois n'ont pas manqué de s'exprimer.
Nous avons vu l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Cela n'est pas mal, mais ce que nous demandons au nouveau gouverneur, c'est d'ouvrir une commission d'enquête pour comprendre les attentes de la population. Et il doit faire le tour de la ville pour voir ce qui lui attend comme défi. Les attentes des habitants de Kinshasa sont élevées vis-à-vis au nouveau gouverneur. Ces derniers espèrent voir un changement concret dans leur vie quotidienne. L'élu de Kinshasa devra faire donc épreuve de détermination et de leadership pour relever les défis et répondre aux attentes de la population. Peuple congolais, nous sommes tous derrière lui et nous attendons qu'il nous donne le meilleur de lui, qu'il ne soit pas comme ceux qui ont été là avant. S'il travaille bien, nous allons applaudir. Mais s'il tente de faire comme les autres, nous serons tous là pour huer sur lui. Ça l'a bien. Ça l'a bien. Peuple congolais, toi, Simane, tu rebelles les maboko tango à ça l'a bien. Mais ce que ça lit bien, avec l'élection de Daniel Bumba Lubaki à la tête de la ville de Kinshasa, c'est le début d'une nouvelle ère pour la capitale congolaise. Il devra faire preuve de compétence, d'intégrité et de détermination pour mener à bien sa mission et à faire de Kinshasa la plus belle ville agréable à vivre pour tous les Kinois. Il devra faire preuve de compétence, d'intégrité et de détermination pour mener à bien vivre sa mission et faire de Kinshasa une ville plus agréable à vivre pour tous les habitants. Nous voulons voir une nouvelle image de la ville de Kinshasa, qu'il fasse mieux par rapport à ceux qui ont été avant lui, changer le mode de vie de Kinois et surtout combattre tous les déchets qui logent les rues de la ville de Kinshasa. Rappelons que Daniel Bumba Lubaki est le 17e gouverneur de la ville de Kinshasa. Il succède Jontini Ngobila. Malgré les nombreux défis qui l'attendent, ce nouveau gouverneur semble déterminé à le relever, comme l'a si bien dit dans son discours lors de sa campagne. Et dans la province du Congo central, Grace Bilolo Maswangi a été élu gouverneur de la dite province à l'issue de l'élection des gouverneurs du lundi 29 avril 2024 au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central sur 14 candidats en lice. Cependant, c'est l'étiquette de l'Union sacrée qui a gagné les élections avec 23 voix sur les 40 votants. Il succède ainsi à Guy Bandou, le gouverneur sortant, aussi son ancien chef. Les détails avec Josie Massiala. Grace Maswangi Nkwanga Bilolo vient d'être élu gouverneur de la province du Congo central à l'issue des élections organisées le lundi 29 avril 2024 au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central par la Commission électorale nationale indépendante. Avec 23 voix obtenues, il devance largement le gouverneur sortant Guy Bandou Ndungidi qui a obtenu 16 voix et Robert Nyondo Toko une seule voix. Les 11 autres candidats en lice dans la course au gouvernorat n'ont pas reçu la confiance des députés provinciaux et n'ont obtenu aucune voix. Grace Maswangi Bilolo, qui prend la tête de la province du Congo central, était le vice-gouverneur de Guy Bandou Ndungidi, avec qui, lors du mandat qui vient de s'achever, avait formé un ticket lors des élections de mai 2022. Il avait démissionné de son poste après son élection en décembre 2023 comme député provincial dans les territoires du Tchéla. Il aura comme vice-gouverneur Prosper Ntela. Ce dernier était, avant ces élections, député provincial élu de la circonscription électorale de Mbanzangungu pour le compte du parti présidentiel UDPS. Son parti AVC devient la première formation politique d'Obédience Congo à remporter le gouvernorat du Congo central. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, le 30 avril de chaque année, la République démocratique du Congo rend hommage aux enseignants, ses pères et mères qui consacrent leur temps à l'éducation des enfants, jouent un rôle crucial dans la construction de l'avenir et de notre nation. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer, voulais-je dire, pleinement leur talent et leur vocation et de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial. Regardez. L'enseignement
Introduit au Congo vers 1906 avec les découvertes, la colonie belge a introduit le système d'enseignement sous forme d'éducation des masses. C'est à partir de l'évangélisation instaurée par leurs missionnaires afin d'apprendre aux Noirs à lire et à écrire. Aujourd'hui, l'enseignement n'est plus ce qu'il était auparavant. Monsieur Danigel Bissa, directeur général à l'EDAP, nous explique le pourquoi de cette différence. Il y a de vraies différences. Nous, quand on grandissait, l'enseignant, c'était la personne la plus respectueuse. Et des fois, on enviait nos enseignants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Demandez à nos élèves qui étudient, est-ce que demain ou après-demain, vous serez enseignant? Ils vous disent tout de suite non. Mais pourquoi? Vous le savez vous-même. Puisque l'enseignant aujourd'hui, c'est la dernière personne de la société. Il ne vaut plus la peine d'être enseignant. Et même ceux qui font la pédagogie chez nous, dans leur tête, ce n'est pas d'être enseignant demain. C'est juste pour les diplômes et aller faire autre chose. Ceux qui se retrouvent enseignants, dans la plupart des cas, c'est par accident. Ce n'est plus une profession qui attire vraiment de monde. Hein. La raison, c'est le niveau de vie de l'enseignant. Sous-payé, mal payé. Vous voyez, ce qu'on paye à l'enseignant, ça ne suffit pas. Beaucoup d'enseignants ont eu des mariages divorcés. Hein. La femme ne sait plus supporter, elle est partie. L'enseignant n'est pas bien payé. Il ne sait pas bien douer sa maison. Et voilà des cas qui font que, ça ne donne plus du goût aux élèves ou aux autres d'être enseignants. C'est le traitement. L'État ne traite pas bien des enseignants. Ils ne sont pas bien payés. Par ailleurs, pour cette journée commémorative en l'honneur de l'enseignement, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a rendu hommage aux élèves déplacés de la région du Kivu, dans l'est du pays, confrontés à des violences de suite des affrontements armés entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée régulière congolaise. Le ministre de l'EPST a rappelé la décision du gouvernement de prendre en charge les frais des participations aux évaluations certificatives des élèves de cette partie du pays, afin de leur permettre de continuer leur parcours scolaire malgré les circonstances difficiles. À l'en croire, le gouvernement s'engage à faire tout son possible pour sortir ses élèves de cette situation précaire. Et dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les activités socio-économiques de la ville de Beni ont été paralysées le lundi 29 avril 2024. Des magasins, boutiques, banques et institutions scolaires sont restés fermés à la suite de l'appel à des journées villes mortes lancées par les mouvements citoyens et groupes de pression en signe de protestation contre la recrudescence des tueries de la population civile dans certains quartiers de la ville par les terroristes des ADF. Regardez. La ville de Beni, située à 242 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, a présenté le lundi 29 avril 2024 l'image d'une ville morte. Les portes des maisons commerciales, des institutions bancaires, scolaires et académiques et autres étaient complètement fermées. Dans certains quartiers périphériques et chauds de la ville, des barricades y étaient érigées en réponse aux mots d'ordre donnés par les mouvements citoyens et autres groupes de pression qui ont appelé à des journées villes mortes. Ceci pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans la ville et l'inaction des autorités locales face à ces tueries de la population civile par les rebelles ougandais des ADF. Voilà pourquoi les manifestants sollicitent l'implication des autorités pour assurer la sécurité de la population. Vraiment, à l'état actuel de Beni, il y a un ça ne va pas suite au massacre en ville et à répétition. C'est pourquoi les garçons s'y sont révoltés à travers la grève. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide car avec cette allure, tout ne va pas marcher et ça handicape tous les secteurs et cela entraîne une pauvreté accrue. Cependant, contraints de rester à la maison, certains élèves finalistes n'ont pas apprécié la démarche des organisateurs de ces journées villes mortes puisqu'ils sont dans les préparatifs des examens d'État. Par rapport à la grève, du point de vue solidarité, c'est bien qu'on fasse la grève ensemble. Lorsqu'il y a des écoles qui étudient, d'autres qui n'étudient pas, ce n'est pas bien. Mais dans une autre mesure, dans une autre optique, le fait de gréver vraiment pénalise nos programmes.
à l'école, ce qui ne nous permet pas de bien avancer. Personnellement, en tant que finaliste, c'est ma dernière semaine pour la préparation des jurys. Donc, ce qui nous pénalise vraiment beaucoup. Pour sa part, Ephrasie Massika, cultivatrice qui scolarise ses enfants grâce aux produits des champs, on appelle à l'implication pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. Nous voulons seulement la sécurité pour regagner nos champs, car c'est de là où proviennent les frais scolaires pour nos enfants et la nourriture. Je demande au président de la République et toutes nos autorités qui sont dans la ville de Béni de nous ramener la sécurité et la paix. La ville de Béni au Nord Kivu fait face depuis 2014 à des actes terroristes perpétrés par les rebelles ougandais des ADF et ont déjà tué des millions de civils. Et dans le reste de l'actualité, dans un communiqué rendu public le lundi 29 avril, la compagnie aérienne Kenya Airways a annoncé la suspension de ses vols à destination de Kinshasa à partir de ce mardi 30 avril. Kenya Airways dit protester contre la détention continue de ses employés par la détection militaire des activités anti-patrie des MIAP. Suite à cette suspension, une grosse dispute s'est éclatée ce matin à l'aéroport entre les passagers qui veulent rentrer au Congo par la ville de Lubumbashi et les agents de Kenya Airways. Ces passagers veulent à tout prix rentrer chez eux. Grace Mayo nous en dit plus. En raison de la détention continue de ces deux employés en République démocratique du Congo depuis une dizaine de jours, la compagnie aérienne Kenya Airways a annoncé la suspension de vols vers Kinshasa. Kenya Airways, l'une des principales compagnies aériennes d'Afrique, avait demandé le vendredi dernier la libération de ses employés de son bureau de l'aéroport de Kinshasa, détenu depuis le 19 avril 2024 par les services de la détection militaire des activités anti-patrie. Kenya Airways renseigne dans son communiqué qu'elle n'est pas en mesure d'assurer efficacement ses vols sans personnel. Par conséquent, elle a pris la décision difficile de suspendre le vol vers Kinshasa à compter de ce mardi 30 avril 2024. La détention continue de nos employés a rendu difficile la supervision de nos opérations à Kinshasa, y compris les services clients, la manutention au sol, les activités de fret et de manière générale la garantie des opérations sûres, sécurisées et efficaces, a-t-elle ajouté. Elle demande aussi que son personnel soit traité avec humanité et respect pendant cette détention. La compagnie aérienne affirme qu'elle continue de coopérer avec les agences d'enquête et les entités gouvernementales compétentes en RDC et au Kenya pour garantir que cette question soit résolue. Signalons que, suite à cette suspension de vol, un scandale et une grosse dispute a éclaté ce mardi à l'aéroport international Jomo Kenyatta entre les passagers qui veulent à tout prix rentrer au Congo via la ville de Lubumbashi et les agents de Kenya Airways. L'actualité, c'est non seulement en RDC, mais aussi en dehors de nos frontières. Au Togo, les électeurs togolais s'y sont rendus aux urnes le lundi 29 avril pour voter dans le cadre des élections législatives et régionales du pays. Ce scrutin intervient après une réforme controversée de la Constitution qui supprimerait les futures élections présidentielles et donnerait aux législateurs le pouvoir de choisir le président de la République. Diane Mbonga nous fait le point. Kossi Nikabou est venu voter et inciter les citoyens à les faire. J'espère un changement crucial parce que vu ce que nos parlements ont dit l'autre fois, la constitution qui a changé, il faut qu'on soit pour voter. Yao Alexander, un autre électeur, sait que ses votes est dans le main de la nouvelle génération. Nous avons toujours de l'espoir, mais cette année c'est un espoir spécial pour la nouvelle génération. Nous voulons voir l'opposition au Parlement. Les Togolais votent pour élire 113 députés à l'Assemblée nationale, mais aussi, pour la première fois, 179 conseillers régionaux qui, avec les conseillers municipaux, désigneront
devant le Sénat nouvellement créé. L'opposition et les clergés accusent les présidents Faure Gnassingbé de vouloir prolonger son règne. Jean-Pierre Fabré, chef de file de l'opposition et candidat parlementaire Alliance nationale pour le changement, principal parti d'opposition, s'est exprimé devant la presse après avoir déposé son bulletin dans l'urne. L'ambiance dans laquelle se déroulent ces élections, une ambiance tendue en raison du changement de constitution en plein processus électoral. Et ça, on n'a pas fini de dénoncer cette forfaiture. Faure Gnassingbé, 57 ans, a déjà remporté 4 élections, toutes contestées par l'opposition. Selon la réforme constitutionnelle, le président sera élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois par les députés et non plus par le peuple. Pour l'opposition, la nouvelle constitution rend probable la réélection de Faure Gnassingbé à l'expiration de son mandat en 2025. Et pour finir, 5 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe dans le nord du Kenya. C'est ce qu'a annoncé le lundi le ministre de l'Intérieur du pays. La bombe avait été placée discrètement sur une charrette tirée par un âne, voulais-je dire, pour passer inaperçue, selon le ministre de l'Intérieur du Kenya. Elle a explosé dans la ville d'Elwak, située près de la frontière nord du pays avec la Somalie. L'explosion meurtrière a fait 5 morts et blessé 5 autres personnes. Les détails dans ce commentaire de Diane Bonga. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais des militants du groupe terroriste Al-Shabaab, basé en Somalie et affilié à Al-Qaïda, ont perpétré d'autres attentats dans la région. Au début du mois, des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste sont entrés dans l'hôpital El-Ouak et ont blessé des gardes en leur demandant où se trouvaient des médecins. Aucune arrestation n'a eu lieu. Al-Shabaab mène souvent des attaques transfrontalières, en particulier à Mandera et Garissa. Les groupes extrémistes ont menacé les forces kenyanes au cours de leur déploiement en Somalie qui dure depuis des années dans le cadre des efforts multinationaux visant à stabiliser la Somalie après plus de 3 décennies de conflit. Voilà, c'est cet élément qui me fait à notre JT de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Emmanuel Macron a exhorté ce mardi 30 avril 2024 le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC et à retirer ses forces du pays. La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, a déclaré le président français lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais Félix Tshisekedi en visite à Paris. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a annoncé via un communiqué parvenu ce mardi 30 avril 2024 à notre rédaction le report sine die de l'élection des membres du bureau définitif de cette chambre du Parlement. Le 30 avril de chaque année, les opérateurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique commémorent la journée nationale de l'enseignement sur toute l'étendue de la RDC. En marge de cette journée commémorative, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a adressé son message à tous ceux qui interviennent dans son secteur, dont les enseignants, parents et élèves. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain mercredi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.